673e journal de bord, bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Bon, comme tout le monde, vous avez regardé la télévision. Bien sûr. Alors, spectacle sportif, hein, c'est un exercice très ludique, très aimé des jeunes, le karting. Mais dans la cour de la prison de Fresnes, c'est surprenant. Comment est-ce que vous avez pris ces images et ce qu'elles révèlent? Écoutez, je sais qu'il ne faut plus s'étonner de rien, mais tout de même, j'ai été soufflé. C'est absolument, je trouvais absolument incroyable les images que je voyais, à savoir une course automobile de kart à l'intérieur de la prison de Fresnes, offert comme un spectacle extraordinaire aux détenus de la prison. Je sais que dans ce domaine, le Dupond-Moretti fait des feux, des quatre fers pour faire oublier qu'il est le représentant de la loi et non de la morale décadente. Mais tout de même, de là à organiser un festival de cartes dans la prison de Fresnes, c'est une provocation extraordinaire qui, personnellement, moi, m'a stupéfait. Je m'attendais à beaucoup de choses, à beaucoup d'aspects de la décadence de notre pays, mais celui-là, pas. J'ai été surpris, honnêtement. Alors vous savez que le ministre dit qu'il n'était pas au courant. Non, mais alors ça, c'est le deuxième scandale, si vous voulez. Que le ministre de la Justice ne soit pas au courant de ce qui se passe dans la principale prison de France, et quand ça a un aspect ludique comme celui-là et public, est en soi scandaleux. Je trouve absolument étonnant que M. Dupond-Moretti soit toujours au gouvernement. Pas en temps ordinaire, et même dans les gouvernements décadents de la 4e République, la sanction immédiate eût été de sa part la démission. Quelles que soient les défenses dont il pouvait se prévaloir, en l'occurrence, on ne voit pas laquelle, puisque le ministre est censé savoir ce qui se passe tout de même dans le domaine de la justice. Et s'il ne le sait pas, c'est une faute professionnelle extrêmement grave qui justifierait à elle seule le départ du ministre. Mais là non plus, il n'y a plus de règles. Alors il a dit aujourd'hui que s'il était mis en cause sur ce sujet, c'est à cause de ce qu'il appelle la fachosphère qui se mobiliserait contre lui sur tous les réseaux sociaux. La fachosphère. Oui, mais c'est une défense absolument absurde et minable de la part d'un homme qui ne brille pas par son intelligence et par son courage, mais tout de même qui occupe une fonction qui est représentative. Par conséquent, il est obligé à un certain maintien intellectuel, sinon moral, et que n'a pas sans doute M. Dupond-Moretti. Alors, rentrer dans tous les domaines, il y a eu aujourd'hui un conseil des ministres et nous allons en reparler, mais je voudrais vous citer deux chiffres. Il manque 4000 professeurs pour la rentrée scolaire et il manque 7000 professeurs et 4000 pour conduire les bus scolaires. Autrement dit, le monde de l'éducation est en crise, faute de combattants en quelque sorte, ce qui semble indiquer que les personnels qui avaient pour vocation d'être au service de l'éducation, que ce soit les professeurs ou ceux qui conduisent les enfants à travers le ramassage scolaire, sont en train de fuir cela. Vous aviez fait remarquer, en citant un exemple à Tarascon, que la multiplication des problèmes qui se posent dans les classes peut aussi conduire à la multiplication des problèmes dans la qualité d'enseigner ou de transporter, pour les mêmes raisons, à savoir l'absence d'homogénéité d'éducation des enfants ou des élèves. Bien sûr, la qualité de l'éducation élémentaire des élèves, je dirais l'éducation sociale, même pas l'éducation au sens, comment dirais-je... Instruction publique. Au sens bourgeois du terme. Mais la manière de se comporter dans les collectivités avait des bases considérées comme élémentaires autrefois. Il y avait un certain nombre de choses qu'on ne pouvait pas faire et qu'on ne pouvait pas dire. Là maintenant, semble-t-il, il y a un écran de fumée extraordinaire dans lequel disparaît d'ailleurs l'image de M. Macron qui purge dans un second quinquennat le premier qui a été médiocre. Et
cependant, les Français, stupéfaits ou résignés, ont droit à la vérité dans ce domaine. Et malheureusement, elle leur est aussi cachée. Alors, caché, oui, mais ça n'empêche pas la conscience individuelle du peuple français, enfin, je veux dire, y compris dans les votes. Il y a eu le succès législatif du Rassemblement national, après un échec relatif de Marine Le Pen à l'élection présidentielle. Puis alors maintenant, on nous annonce, aujourd'hui, le président de la République, que c'est la fin du temps de l'abondance, de l'insouciance et la fin des évidences. Alors je veux dire que ce discours prononcé à la fin du mois d'août et en fin de vacances d'été, et à l'ouverture d'une année qui s'annonce en effet sans doute cruelle, eh bien, a quelque chose de saisissant. Je pense que les Français vont prendre toute l'importance qu'a cette déclaration faite en ce moment et qui est l'annonce de la nécessité de se serrer la ceinture et de se restreindre ses besoins ou ses goûts, ce qui n'est pas dans l'esprit du macronisme. Il va y avoir là un choc évident des illusions dont j'espère M. Macron sera la première victime. On a souvent pensé que, en tout cas dans une partie de l'opinion, qu'Emmanuel Macron avait des commanditaires, autrement dit, qui prenaient la suite d'une foi absolue dans ce qu'on appelle le mondialisme, le libre-échange généralisé, les traités internationaux. Puis maintenant, on s'aperçoit qu'en faisant cette déclaration, il va être obligé de s'inquiéter un petit peu de notions telles que le souverainisme, l'indépendance nationale et ainsi de suite. Comment est-ce qu'on peut passer du tout ou rien alors qu'il avait tout pour réussir en période de mondialisation heureuse et tout pour échouer au moment où il faut repenser, non pas chacun de notre côté, mais en tout cas de façon réaliste, en imaginant la nation comme le cadre le plus légitime, protecteur, efficace, performant. Et je dois dire que le parcours de M. Macron, dont j'ignore d'ailleurs les prémices, le conduit tout naturellement à cette confrontation avec le réel, car il y a un moment donné où le réel l'emporte sur le virtuel, et où les discours ne pèsent pas beaucoup, pas plus que les promesses qui sont faites pour résoudre des problèmes qui sont, eux, concrets, que les Français subissent, si j'ose dire, de plein fouet. L'annonce d'aujourd'hui par le président de la République de l'éventualité d'épreuves futures et prochaines a de quoi inquiéter les Français rentrant de vacances. Mais je pense qu'il a voulu prendre ses précautions pour annoncer en quelque sorte le moins cruellement possible les difficultés qui vont les attendre. On peut dire que c'est la politique d'Emmanuel Macron, mais aussi celle de ses prédécesseurs, et cela depuis des décennies. Macron est un digne héritier de ses prédécesseurs, mais lui, il se trouve dans la situation particulière de devoir purger dans un second quinquennat le premier dont il était lui-même responsable. Et par conséquent, il n'échappera pas à la proscription générale qui visera tout naturellement un individu dont d'ailleurs les gens ne connaissent même plus le visage et à peine le nom. C'est un système qui va être condamné par les faits, car les faits sont toujours là, qui dominent la réalité politique. Alors aujourd'hui, le président de la République, après ce Conseil des ministres d'aujourd'hui, mercredi, nous diffusons le jeudi matin, s'envole pour l'Algérie pour un voyage officiel de 3 jours. À quoi peut servir un tel voyage? Le président de la République se rend en République algérienne. On peut s'attendre à tout, et en particulier au pire. On sait déjà que sur le problème, il a prononcé un certain nombre de discours scandaleux
sur la colonisation, le crime de guerre, enfin, etc. C'est le crime contre l'humanité. Enfin, qu'est-ce qu'il va pouvoir dire aux Algériens qui sont de plus en plus nombreux et probablement de plus en plus désireux de fuir une Algérie en détresse pour essayer de gagner le rivage d'une France détestée, mais pouvant encore servir de cadeau de sauvetage en quelque sorte. Mais à cause de la politique vis-à-vis de la Russie et des conséquences de la guerre d'Ukraine, des restrictions et des sanctions, ils ont du gaz, ils ont du pétrole, les Algériens. L'État algérien a tout cela, si ce n'est la population algérienne. Oui, mais enfin, il doit le vendre, n'est-ce pas, sur un marché mondial. Il n'est pas absolument libre non plus de ses livraisons ni de ses prix. Et par conséquent, si le sujet qui justifie, enfin, aux yeux de M. Macron, la nécessité d'aller en Algérie et de devoir y prendre un certain nombre de positions, eh bien, cette nécessité, ces faits s'imposeront, mais nous sommes dans un monde ouvert, et en particulier dans le domaine du gaz et du pétrole. Les Algériens, Dieu merci, ne sont pas les seuls fournisseurs de la France, même si l'achat par la France du gaz et du pétrole algérien est pour eux vital, étant entendu que leur présence nombreuse en France constitue un moyen de pression sur notre gouvernement et sur notre opinion. Alors on sait que plus de 17 000 ressortissants algériens sont frappés sur le sol français de l'obligation, les UKS, de l'obligation de quitter le territoire. Est-ce que vous pensez qu'il peut revenir avec les visas consulaires permettant de les renvoyer tous chez eux? Je crois. Mais je m'attends à tout. Ce serait un objectif, par exemple. Je m'attends à tout, mais on sait très bien que la France n'a pas la possibilité de mettre à sa frontière les gens qui imposent leur présence en France. L'État n'a plus la force ni le dynamisme suffisant, ni même la moralité patriotique nécessaire pour procéder à une politique énergique et salvatrice. Par conséquent, nous sommes là à la dérive, comme dans beaucoup d'autres domaines. Alors, dans ce blog, on n'en parlera pas plus, mais c'est dans ce climat qu'on va célébrer bientôt le 50e anniversaire de la fondation du Front National. On n'en dira pas plus aujourd'hui. Simplement, avec le temps, est-ce que vous pensez que vous avez rempli votre rôle? Avec le temps, tout s'en va. Oui, mais sauf vous, vous êtes là, alors. Écoutez, avec les moyens qui étaient à notre disposition, en hommes, en argent, en influence, je pense que nous avons fait tout ce qui était possible pour essayer d'arracher la France à son destin décadent. Mais après tout, Dieu est grand, et c'est peut-être lui qui décide. Nous devons avoir confiance. La France jusqu'ici a surmonté toutes les épreuves que l'histoire lui a imposées. Peut-être aussi surmontera-t-elle les conséquences des mensonges de M. Macron, qui est pourtant chargé de la diriger. Alors, une évocation de lecture, je pense que vous l'avez lu il y a bien des années, puisque l'auteur c'est Gustave Le Bon. Simplement, c'est une production contre-culture. C'est un petit moment quand même, et nous faisons régulièrement de saluer. C'est un classique du genre, je dois dire. C'est un grand classique du genre. Et il faut féliciter Alain Soral de rééditer ou d'éditer toute une série de livres qui sont nécessaires, indispensables à la formation de l'esprit public, à la formation de l'intelligence politique des individus. Ça, en plus, Le Bon n'est pas désagréable à lire, de surcroît, et les gens auront l'occasion de s'apercevoir que la pensée juste a précédé de loin l'histoire. Alors, celui-là s'appelle « Loi psychologique de l'évolution des peuples » et au hasard, le livre 3 s'appelle « Histoire des peuples comme conséquence de leur caractère ». Mais pour qu'un peuple garde son caractère, encore faut-il qu'il reste d'une certaine manière homogène et dans la continuité. Bien sûr, c'est sûr. Il est certain que les phénomènes migratoires,
gravement migratoire en France a des conséquences sur l'esprit français, sur l'essence même de la nation. Et il arriverait, je pense qu'il n'arrivera pas, mais il arriverait un temps où les Français seraient minoritaires dans leur propre pays et par conséquent seraient les esclaves des gens qui sont majoritaires. En quelque sorte, débranchés. Oui. Prions Dieu. Et les hommes. Généralement, on finit comme ça. Prions Dieu et les hommes. Merci Jean-Marie Le Pen. À la semaine prochaine.